Et merci pour la patience de chacun et chacune. Je sais que c'est très compliqué pour les interprètes, très compliqué pour ceux qui doivent essayer qui dépendent d'une interprétation pour comprendre ce que les personnes en train de parler disent. Et bon, on va enchaîner maintenant avec le point suivant qui porte sur la politique militariste de l'Europe. On a accumulé du retard parce qu'on a démarré un peu plus tard que prévu l'après-midi avec les problèmes d'interprétation. Donc, pour les personnes qui sont ici dans la salle, je vous informe qu'il y a du café disponible et que vous pouvez aller, je dirais, à la carte, consommer un café ou un thé dehors et revenir, mais sans sortir tous ensemble parce qu'on n'a pas la possibilité de faire une pause collective qui durerait 20 minutes. Donc, vous pouvez sortir quelques minutes, rater une intervention pour prendre une tasse de café ou un thé. On ne voit pas une autre solution pratique pour assurer le bon déroulement de la suite de cette conférence. Et donc, je vais donner la parole à Stathis Kouvelakis, qui va s'exprimer depuis Paris, en français, je suppose, et donc sur le document sur la politique militariste de l'Union européenne. Et ensuite, il y aura deux commentaires, un de la part de Yvonne Ngoyi de la République démocratique du Congo, et un autre commentaire de la part de Brulaya Baya Koko de la CAD Mali, qui est en même temps le secrétaire permanent du CAD-TEM Afrique. Donc, je donne la parole à Stathis. Bonjour, hello, can you hear me? T'entends, il n'y a pas de problème, vas-y. Okay, you can have it in English or in French. What's the best, Eric? En français. En français, d'accord. Bien. Alors, bonjour camarades. Donc, j'ai été, on m'a demandé de présenter un texte dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je partage bien sûr le contenu. Ce texte porte sur la question du militarisme dans l'Union européenne, de l'Union européenne, avec un accent sur le commerce d'armes, les interventions militaires, suivi de quelques propositions sur les façons d'y faire face. Alors, ce texte commence par présenter le caractère, pour le dire rapidement, impérialiste des États européens, qui est consubstantiel à leur histoire, au développement du capitalisme et au rôle que ces États, disons, du centre, ont joué dans l'expansion de ce système à l'échelle mondiale. Donc, cette expansion est évidemment liée à des intérêts économiques, mais elle possède une dimension militaire tout à fait spécifique, propre, qui s'est pendant longtemps exprimée sous la forme de l'expansion coloniale des grands empires coloniaux de plusieurs États européens, et par la suite sous des formes qui n'impliquaient pas le maintien d'un empire colonial territorial, mais qui sont néanmoins des formes très claires de domination, à la fois au niveau économique, par la logique du commerce, de l'exportation des capitaux, du rôle des sociétés multinationales, dont la majorité sont localisées dans ces pays, mais aussi d'interventions militaires qui sont une constante de ces États. Et bon, me trouvant actuellement en France et étant basé moi-même en France depuis un certain temps, on peut dire qu'il n'y a, je crois, pas une année
sans que la France ait une présence militaire active ailleurs dans le monde et en particulier en Afrique, dans son ancien empire colonial où sa présence militaire a un caractère permanent. Une dimension très importante de cet impérialisme des États européens réside dans le commerce d'armes. Alors, dans le texte, vous trouvez des données empiriques très riches sur l'importance de ce commerce d'armes dans l'économie d'un nombre significatif de pays européens, en particulier de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. À eux trois, ils pèsent significativement dans le commerce d'armes à l'échelle internationale. Je peux ajouter un chiffre que sans doute certains d'entre vous ont par tête, c'est que par tête d'habitants, la France est le premier pays exportateur d'armes au niveau mondial, avant même les États-Unis. Il est évident que toute perspective de transformation sociale doit faire face au poids que représente ce complexe en quelque sorte militaro-industriel, qui n'est pas le monopole des États-Unis, mais qui est partagé aussi par un certain nombre d'autres pays, dont particulièrement la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Un autre aspect de cet impérialisme est évidemment le fait que la plupart des pays de l'Union européenne, je crois même la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, je ne sais pas s'il y a des exceptions en ce sens, sont en même temps membres de l'Alliance militaire nord-atlantique, à savoir de l'OTAN, qui a toujours été un instrument d'affirmation de l'hégémonie des États-Unis au niveau mondial, et qui est elle-même impliquée dans un certain nombre d'opérations et d'interventions, aussi bien par le passé qu'actuellement dans le monde, et qui est une source d'attisement des tensions internationales. À cela, il faut ajouter le fait que les pays européens, et tout particulièrement la France et le Royaume-Uni, qui sont des pays qui disposent d'une capacité militaire propre et importante, interviennent de façon autonome. On l'a vu notamment dans leur opération en Libye, dans la participation de certains d'entre eux dans l'invasion en Irak en 2003, et évidemment dans une multiplicité d'interventions françaises en Afrique subsaharienne, comme je l'ai mentionné auparavant, au Mali actuellement, en plein déroulement, mais aussi en République centrafricaine, pour n'en mentionner que certaines parmi les plus récentes. Il est significatif aussi de noter que, contrairement à une idée qui, à un certain moment, avait cours selon laquelle l'Union européenne aurait permis une autonomisation de l'Europe par rapport aux États-Unis, une telle logique ne s'est pas réellement manifestée, et il serait facile, je crois, de démontrer que dans la plupart des dossiers internationaux, les pays de l'Union européenne tendent à s'aligner, et peut-être même à s'aligner de façon croissante sur la politique états-unienne. Il suffit de voir la faiblesse de leur réaction, par exemple, à la politique de Trump sur la question israélo-palestinienne ou sur l'Amérique latine, etc. Voilà, donc après ce bref survol des données du problème, je crois qu'on peut passer aux mesures qui sont proposées pour rompre précisément avec cet ordre et s'inscrire dans un ordre mondial égalitaire, démocratique et solidaire. Si j'ai bien compris, ces mesures sont essentiellement celles que pourrait et devrait prendre un gouvernement populaire, un gouvernement qui serait au service des intérêts des classes travailleuses exploitées et dominées dans les pays du centre. Alors, je crois que la première de ces mesures, c'est de rompre avec l'Alliance nord-atlantique, l'OTAN, de quitter cette organisation et de cesser toute coopération avec elle. La perspective ici qui est proposée de désoccidentaliser les relations
internationale et de refuser l'alignement sur la superpuissance des États-Unis. Alors, bien entendu, une telle rupture ne peut se faire sans des changements profonds à l'intérieur même des forces armées de ces pays, qui sont parfois tout à fait considérables, notamment pour les pays qui ont une longue tradition d'empire colonial et d'impérialisme propre. Donc, il faut un tel gouvernement populaire devrait remplacer le commandement militaire et procéder à des changements profonds dans un sens démocratique dans les forces armées. Il doit se désengager, bien entendu, des interventions militaires à l'étranger et remplacer cela par des actions de soutien solidaire et sous contrôle démocratique des populations qui pourraient bénéficier et demanderaient, bien sûr, une aide de sa part. Le démantèlement d'un arsenal nucléaire est un autre aspect de cette rupture avec l'État existant et bien entendu l'engagement d'un démantèlement de ce secteur de l'armement, ce qui suppose, pour que ça ne se traduise pas au détriment de l'emploi des travailleurs, qui est assez considérable dans un certain nombre de pays, je pense particulièrement à la France. Il implique donc une politique de reconversion de ces capacités productives en capacités productives d'autres biens d'équipement qui seraient bénéfiques à la population et non pas destinés à tuer et à semer la terreur. Bien sûr, une politique extérieure, des changements profonds de la politique extérieure devraient accompagner ce type de rupture, notamment sur des questions emblématiques comme le gel des liens économiques avec l'État d'Israël tant que les droits des Palestiniens ne sont pas reconnus conformément aux décisions des Nations Unies. Donc, un État palestinien dans les frontières de 1967 avec comme capitale Jérusalem-Est et l'abandon des politiques de colonisation, ainsi qu'un soutien à la lutte des peuples opprimés qui luttent pour avoir un droit. Donc, outre les Palestiniens, c'est le cas aussi des peuples kurdes, sahraouis et de peuples opprimés à l'intérieur de leur État, comme par exemple les Rohingyas de Birmanie. Enfin, un nouvel ordre international implique une réforme en profondeur de l'ONU qui mettra fin à sa domination par les 5 puissances qui disposent d'un siège permanent au Conseil de sécurité et peut-être même le remplacement de cette ONU par un autre type d'organisation internationale qui s'inscrirait dans une logique différente et égalitaire. Voilà, en résumé, le sens de les principaux points de ce texte. Formidable, Statis, parce que tu as respecté les 10 minutes en structurant par une introduction de 5 minutes et puis 5 minutes sur les propositions et mesures à prendre. Donc, merci beaucoup pour cet effort. Et donc, je vais donner la parole et aussi insister pour que vous respectiez le temps imparti. Yvonne et puis Broulaye, vous avez 5 minutes. On est vraiment là dans une situation difficile par rapport au timing parce que il faudra ensuite, après une courte discussion, prendre le dernier point avec une intervention de Camille Chalmers depuis Port-au-Prince. Et donc vraiment, j'insiste pour que vous respectiez les limites du temps. Yvonne, je te donne la parole. Oui, merci. Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Comme on n'a que 5 minutes, je vais parler un peu en bref. C'est sur la responsabilité des puissances européennes dans les difficultés ou les problèmes les difficultés que traverse le peuple de la République démocratique du Congo, ainsi que l'exploitation des matières premières et puis les violences que subissent les femmes. Par rapport à ça, cette responsabilité des puissances européennes, nous les classons en 3 périodes. Il y a la période coloniale,
pendant cette période coloniale, comme vous le savez, c'était le 23 février 1885, à la conférence de Berlin, où l'État indépendant du Congo a été créé comme propriété privée des rois Léopold II, le roi de la Belgique. Et dès lors, c'était la première occasion que le pays a été considéré comme une propriété exclusive des produits du roi belge. Et les richesses ont été pillées et par le roi de la Belgique et par tous ceux qui avaient décidé que ces pays puissent être prises comme colonie de l'État belge, donc du roi belge. Et en dehors de l'exploitation, les populations étaient aussi exploitées et n'étaient même pas payées, il n'y avait même pas paiement d'impôts ni de salaires, jusqu'aux services physiques, les mutilations, les terreurs, les viols, voire les exécutions des populations de la République démocratique du Congo. Et pendant l'indépendance, comme vous le savez, la RDC était au centre de des blocs, que ce soit l'Amérique ou le bloc communiste. Donc là, ils ont appuyé la dictature de Mobutu pour éviter que les communistes ne puissent pas prendre la République démocratique du Congo. Et pendant cette période de cette dictature de Mobutu, il y a eu l'endettement de la RDC. La plus grande dette de la RDC, c'était pendant cette période-là, et la population a encore subi une dictature féroce avec de maltraitance, des tueries, les pillages des ressources, avec la corruption, l'affaiblissement de l'État. Et après la période de Mobutu, à la chute de Mobutu, là, ça a coïncidé avec les génocides du Rwanda en 1994, avec la France avait sollicité qu'on puisse avoir une zone humanitaire sûre dans l'opération turquoise. Avec cette opération turquoise, il y a eu les populations rwandaises, donc l'armée rwandaise a traversé la RDC avec plus de 2 millions de réfugiés. Et c'est ça les débits des conflits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où nous avons connu plus de 10 millions près de 10 millions de morts, des populations qui ont été tuées. Il y a des villages qui n'existaient plus. On a exterminé les populations. Et pendant cette période-là, il y a eu des tueries, mais la communauté internationale n'a jamais déclaré les génocides ni reconnu les tueries des peuples congolais jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu même des rapports les enquêtes des Nations Unies qui n'ont jamais été publiées jusqu'à aujourd'hui. Vous avez suivi il y a plus de 2 semaines le docteur Mukwege qui demandait à ce que ces rapports puissent être publiés pour que les populations congolaises qui sont victimes des pillages de leurs ressources puissent être reconnues comme victimes des génocides. Mais comme les richesses de la République démocratique du Congo est utilisée par les différentes puissances, aujourd'hui, les technologies que nous utilisons aujourd'hui, les ordinateurs, les téléphones qu'on a maintenant, c'est le sang du peuple congolais. Donc, comme tous ces impérialistes, toutes ces sociétés étrangères, donc les pays européens et autres, ils trouvent leur intérêt parce que ces minéraux qui sont pillés au travers les pays voisins sont utilisés par le multinational qui fabrique les téléphones, les ordinateurs, tout. C'est pourquoi, chaque fois que vous appelez sur votre téléphone, sachez que vous êtes en train d'appuyer sur le sang d'un peuple congolais. Ce sont les téléphones du sang, ce sont les ordinateurs du sang. Et pendant cette période, aujourd'hui, l'Union européenne, il a depuis donné plusieurs appuis sous forme de l'aide au développement au niveau de la République démocratique du Congo. Et cette aide au développement, c'est depuis 2006. C'est depuis 2006 que l'Union européenne est revenue en RDC. Il y a eu un financement de plus de 620 millions de dollars au travers une enveloppe
programmable qui allait de 2014 à 2020. Donc, 620 millions de dollars. Ces 620 millions de dollars qui sont répartis comme suite. Il y a 150 millions pour la santé, 10 millions pour l'environnement, 160 millions pour la gouvernance, 150 millions pour les infrastructures. Donc, malgré cela, malgré cet appui, aujourd'hui, dans ces contextes actuels de Covid, on se retrouve dans un pays où la santé a une situation très grave, où on trouve, par exemple, dans la zone où nous nous retrouvons aujourd'hui, il n'y a même pas de concentrateur d'oxygène pour qu'on puisse réanimer les gens qui sont malades. Donc, la situation économique s'est encore trop aggravée et la population devient de plus en plus pauvre. Et dans ces contextes-là, vous avez suivi, nous tous, on a suivi notre pays. Il est parmi les pays qui sont allés, qui ont signé les accords avec les clubs de Paris pour que, comme ils sont en difficulté, que la dette, qu'on puisse stopper le remboursement de la dette, et ça a été renvoyé pour qu'on puisse payer dans des années 2022. Donc, la dette est encore là. Mais nous, notre plaidoyer est qu'on ne veut pas que la dette puisse être reconduite. Nous voulons que cette dette puisse être annulée. Parce que ce sont les dettes illégitimes. Nous voulons l'annulation pure et simple de la dette de la RDC, comme aussi la dette d'autres pays. Et cet argent, on doit le prendre et l'envoyer pour le social de la population. Donc, la santé, l'éducation, l'environnement. Donc, on doit prendre cet argent pour appuyer les services sociaux de base de la population. Voilà, comme c'est dans les 5 minutes, je m'arrête là-bas pour que je ne puisse pas prendre tout le temps. Merci. Maintenant, je donne la parole immédiatement à Broulaye. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, comme mes prédécesseurs, je vais un peu sur le plan général et aussi particulier, et en faisant une analyse critique des interventions militaires étrangères, et quels sont les enjeux réels et quelles sont également les conséquences et quelles sont également les alternatives possibles. Donc, effectivement, comme l'avait dit mon prédécesseur, la présence militaire française en Afrique de l'Ouest surtout est vraiment manifeste. Et les États-Unis aussi ne sont pas restés en marche parce qu'ils ont des intérêts. Et pour cette raison, ils ont mis en place un commandement militaire unifié appelé AFRICOM, et notamment pour sécuriser les intérêts. Et donc, les présences en Afrique se justifie par la lutte contre le terrorisme sur notre continent, mais nous constatons de plus en plus que le terrorisme devient un mode de gouvernance des sociétés occidentales, d'abord du point de vue des groupes terroristes, mais aussi des gouvernements qui les combattent de façon moleste, mais aussi qui les utilisent lorsqu'ils veulent déstabiliser notamment d'autres pays. Et c'est très dommage que les médias ne se constituent pas en contre-pouvoir pour dénoncer vraiment ces pratiques-là. Et donc, le terrorisme, c'est une stratégie vraiment pour déposséder les peuples de leur histoire, de les rendre craintifs, passifs, mais aussi d'empêcher toute lutte sociale. Vous avez les états d'urgence qui sont décrétés en Afrique à cause du terrorisme. Donc, on interdit toute manifestation populaire. Et donc, voilà un peu. Et donc, il faut aussi se dire la vérité actuellement parce qu'on ne fait plus la guerre pour tuer l'ennemi. La guerre, elle est devenue un secteur très rentable après l'industrie pharmaceutique et informatique. Et donc, c'est grâce à la guerre aujourd'hui que le PIB mondial augmente et qu'on crée des emplois en Europe et que la croissance économique européenne notamment est beaucoup plus élevée. Et donc, compte tenu de cet aspect, vous ne trouverez aucun dirigeant du monde actuel qui va s'opposer à la guerre parce qu'il sera crucifié, parce qu'il va contre la logique définie par les dominants. Notamment si vous regardez aussi les enjeux réels de la guerre,
c'est que le continent africain englobe beaucoup de ressources naturelles, comme l'avait dit Yvonne et tout cela. Vous avez 10 sortes de ressources naturelles qui existent. Vous avez, par exemple, l'uranium, le pétrole, le gaz, l'or, le diamant, et la bauxite, le plutonium, le cobalt, le phosphate, le manganèse, etc. Et donc, les puissances impérialistes font la concurrence sur le sol africain, notamment pour le contrôle de ces ressources-là. Les États-Unis avaient clairement dit qu'ils ont besoin d'exploiter en Afrique 25%, par exemple, de leur consommation en pétrole pour leur indépendance énergétique. Et c'est pour cette raison que je disais tantôt qu'ils ont créé Africom en 2008, notamment pour sécuriser l'exploitation de ces ressources-là. Et donc, pour se convaincre de ces rivalités entre les grandes puissances sur notre continent, il y a un rapport qui a été publié sur les relations entre la France et l'Afrique, dont les rédacteurs disent que la France doit regarder l'Afrique comme son avenir, et donc ils critiquent même la France de pouvoir laisser d'autres puissances capitalistes intervenir en Afrique, notamment la Chine, l'Inde, etc. Et donc, comme la France ici intervient en Afrique dans 9 pays, notamment par exemple, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, le Tchad, Centrafrique et Djibouti. Donc, ce sont les 9 pays où sont concentrées beaucoup les interventions militaires françaises sur notre continent. Et à côté de ces interventions militaires et de contrôle des ressources, vous voyez aussi que ces pays nous envoient des conseillers qui occupent les secteurs stratégiques de nos pays. Et dommage que les prises en charge aussi soient dans le budget de nos États. Et le Burkina Faso abrite actuellement les forces spéciales françaises qui peuvent intervenir à tout moment en Afrique et de ce fait se positionnent comme des puissances d'agression des peuples de notre continent. Et par exemple, aussi, si je prends mon pays, le Mali spécifiquement, le centre et le nord du pays, donc présentés comme une zone grise, se sont développés toutes sortes de trafics sordides. Il y a les armes, il y a les êtres humains, il y a la drogue, il y a la cigarette. Et donc l'État malien s'est constitué comme un trésor de guerre grâce à la prise d'otages occidentaux et leur libération contre le paiement des rançons faramineuses. Et donc, l'exemple malien montre aujourd'hui que la lutte, le problème n'est pas que sécuritaire, mais c'est un problème d'ordre institutionnel, politique, économique et social. Vous avez toutes les forces étrangères sont présentes au Mali, qui sont dans la MINUSMA, Mission internationale pour le Mali, et donc dont le gouvernement renouvelle chaque fois son contrat, et qu'ils ont pour but quand même de lutter contre le terrorisme sur notre territoire, mais on voit que quand ils venaient, c'est le nord du pays qui était pris, mais actuellement le centre du pays est pris, malgré la présence des forces africaines, malgré la présence des forces étrangères, donc le terrorisme est en train d'envahir tout le pays entier, et on renouvelle toujours les accords. Et donc il y a eu aussi un accord de défense militaire signé entre le Mali et la France, entre la France et la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Par exemple, et dans ces accords, on dit que la force d'intervention immédiate de nos armées, c'est l'armée française. Et donc, on dit aussi que les forces étrangères qui sont là constituent une force d'interposition et donc n'ont pas le droit de tirer sur les rebelles. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans nos pays. Pourquoi ces forces ne peuvent pas combattre les djihadistes? Parce que dans les accords, on a dit qu'ils constituent des forces d'interposition. Donc, en ce qui concerne les conséquences... Boulaye, oui. Il faut conclure. Voilà, et donc notamment les conséquences sont d'ordre politique, économique, social et culturel, mais aussi d'ordre sécuritaire. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de se mobiliser et aussi que nos camarades du Nord nous aident dans ces mobilisations contre la présence des forces étrangères sur notre sol. Et je pense que le 10 octobre prochain, il y a une grande mobilisation à Paris par rapport à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup.
Si, Broulaye. Donc on peut, vu les contraintes de temps, donner juste la parole à 2 personnes, soit en Zoom, soit dans la salle. Donc est-ce que par Zoom, il y a une demande? Dans la salle, y a-t-il une demande? Herman, je t'en prie. Juste une remarque que pour contrer la militarisation de l'Europe, il faudra surtout compter sur le mouvement de paix, l'opposition extra-parlementaire, parce que ce n'est pas nos amis progressistes de la social-démocratie ni des Verts, mais non plus de la gauche radicale, soi-disant, en Europe, qu'il faut compter de façon qu'on a vu dans le passé, c'était toujours, on s'opposait à la militarisation de l'Europe. Ce n'est plus le cas avec la résolution qui a été signée aussi par la majorité de la gauche européenne pour demander d'augmenter les argents pour l'argent pour le fonds de défense européenne. Ben, on est là-bas sur une pente glissante. Il faudra vraiment compter sur le mouvement de paix. Heureusement qu'en Allemagne, par exemple, l'indignation est très, très grande et continue. Et c'est ça que je crois qu'il faut sur ça, il faut compter. C'est ça. Merci beaucoup, Herman. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais redonner la parole à Statis pour 3 minutes de commentaire final et on passera alors ensuite au point sur les réparations. Bon, Dominique, tu as 2 minutes, pas plus. En fait, concernant l'État d'Israël, il y a quand même, je trouve, un peu d'ambiguïté, même si je peux comprendre. Voilà. Donc, quand on dit avec l'État d'Israël, il gèlerait tous les liens économiques avec l'État d'Israël tant que celui-ci ne respectera pas le droit international et les résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'État d'Israël reconnaisse la souveraineté de l'État palestinien dans les frontières de 67, etc. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas c'est-à-dire. Ce n'est pas équivalent. Ce qui se passe, c'est qu'en 67, Israël a occupé les 22% de territoire qu'il n'avait pas conquis en 48, et ce n'étaient pas des frontières qui étaient décidées avec les Palestiniens. C'était des frontières avec la Jordanie et avec l'Égypte. Donc, il y a quelque part un glissement sémantique qu'il faudrait peut-être voir, parce que certains souhaitent ça, qu'il y ait un État palestinien sur les territoires occupés, comme on dit. Hein. Mais c'est une solution qu'il faudrait peut-être voir comment éviter ce c'est-à-dire, parce que c'est très ambigu, je trouve. Voilà, enfin, merci. D'accord, Dominique, on y veillera à clarifier ça. Et on fera savoir cela à Nathan qui, malheureusement, alors qu'il a écrit le texte, est pris par une autre activité pour le moment en Allemagne et ne peut pas être avec nous. Donc, je donne 3 minutes à Statis pour un autre point. Statis? Oui, je vais juste faire un petit commentaire très bref pour... en ce qui concerne la dimension proprement européenne de la question, car il me semble que c'est un point important qui a été notamment, dont il a été question dans l'intervention du camarade Herman tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas de politique alternative au niveau européen possible sans remise en cause de cette logique de l'Europe puissance. Et il faut être vigilant sur ce point, car souvent c'est un argument qui est présenté sous un habillage, disons, progressiste. Par exemple, il faut une Europe puissance parce que c'est la condition pour être indépendant vis-à-vis des États-Unis. Or, il est clair que ce qu'il faut remettre en cause, c'est la logique impériale et impérialiste en tant que telle.
et qu'il n'est pas question de préférer un éventuel impérialisme européen, que certains rêvent autour d'un axe franco-allemand renforcé, qui serait prétendument plus bienveillant par rapport à l'impérialisme américain. Je crois que nos camarades qui sont ici des pays du Sud viennent de pays qui ont souffert bien davantage des colonialismes et impérialismes européens que de l'impérialisme américain, sans diminuer en quoi que ce soit, bien entendu, la nocivité de l'impérialisme américain qui n'est plus à démontrer. Mais ce qui est tout à fait essentiel, je crois, c'est qu'il y a un recul de l'internationalisme dans les formations de gauche et même de gauche radicale qui conduit ces forces politiques et des forces sociales qui sont sous leur influence ou qui partagent ces positions à baisser la garde par rapport à leur propre impérialisme. On voit ainsi combien est-ce que de forces politiques françaises, par exemple, critiquent la politique de la France en Afrique. On a pu voir que même une force politique comme la France insoumise, par exemple, a des positions pour le moins ambiguës concernant le rôle de la France au Rwanda, en tout cas si on s'en tient aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Même chose en ce qui concerne l'intervention française en Libye. Et d'une façon générale, les voix discordantes critiquant vraiment la politique impérialiste de la France en Afrique subsaharienne sont très rares sur la scène publique française. Et je crois qu'on peut en dire autant pour d'autres pays européens. Donc, il faut absolument travailler sur cette double dimension, à la fois se désolidariser de l'impérialisme des pays dans lesquels on se trouve et refuser catégoriquement la logique d'une soi-disant Europe puissance comme alternative à celle des États-Unis ou d'autres puissances à vocation ou à prétention impériale ou impérialiste, car on ne choisit pas un meilleur impérialisme contre un impérialisme actuellement dominant. Voilà. Un très grand merci à Stathis, mais aussi bien sûr à Brulai et à Yvonne, et puis à Herman et Dominique qui ont fait leur intervention et on en a bien pris note. Avant de je vais donner la parole maintenant